Amour prohibé. Chapitre 4. La librairie. Adeline. Une semaine plus tard, en fin de repos après 2 gardes, j'entre guillerette dans ma librairie préférée, faisant sonner la clochette de la porte. « Bonjour Octave, Suzanne n'est pas là aujourd'hui ? Elle est partie faire une course. Désolée, il faudra te contenter de moi. D'ailleurs, je te rappelle que tu n'as pas répondu à mon invitation à aller au cinéma un de ces jours. » Je n'ai pas répondu car je ne veux pas te donner de faux espoirs, mon cher. Et pour le cinéma, c'est non. Je n'ai le temps ni pour le cinéma, ni pour la bagatelle. Et si j'en avais, ce ne serait pas pour le passer avec toi. Donc n'insiste pas. L'homme se penche vers moi pour me chuchoter à l'oreille. « Et avec Lucien, ça marcherait ?»« Pas plus, répliquai-je du tac au tac. »« Espèce de garce, jure-t-il entre ses dents. »« Comme tu veux. » Je m'éloigne pour me balader entre les rayonnages, à la recherche d'un livre susceptible de me plaire. Concentré sur les reliures des ouvrages, je me heurte à quelqu'un à ma droite. Je recule légèrement pour faire un quart de tour dans cette direction, afin de m'excuser. Je relève la tête pour croiser le regard de Herr Alderman. Nous ne sommes séparés que par quelques centimètres l'un de l'autre. Mademoiselle Adeline. Quelle surprise! Ces derniers temps, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de vous adresser la parole. Pas depuis que j'ai pris des nouvelles de la naissance du bébé de votre voisine. Exact. Peut-être parce que je n'avais rien d'intéressant à vous dire. D'ailleurs, comment se fait-il que vous soyez ici, dans cette librairie? Vous avez pourtant une librairie dédiée pour les troupes d'occupation, rue de Paris, juste à côté de la chocolaterie à la marquise de Sévigné. Certes, mais il paraît que celle-ci est une des mieux achalandées en littérature française. Il y en a d'autres. Vous avez la librairie Vincent, à 2 rues d'ici, Delahaye, Gou. Oui, mais celle-ci est juste à côté de la Kommandantur. Dites plutôt que vous cherchez à m'éviter. Comme le vendeur que vous venez d'éconduire, argue-t-il, avec un grand sourire en me montrant Octave. Je reste bouche bée, puis je déglutis avec peine, les jambes tremblantes. Je sens que je rougis comme une pivoine, telle une adolescente. Puis je me ressaisis. Il y a de ça, en effet. Et je le laisse en plan, poursuivant ma recherche dans les rayonnages, mais l'esprit ailleurs. Proche de moi, il en fait autant, effleurant la tranche des livres de sa main gauche. Je me rends alors compte qu'il ne porte pas d'alliance à son annulaire gauche. Me serais-je trompé l'autre jour en pensant qu'il avait peut-être une femme et des enfants? S'il est célibataire, comme Octave, il cherche peut-être à me mettre dans son lit, avec ses mines de séducteur. Dans ses rêves. Pourtant, mon corps, lui, exprime autre chose. Il réagit dès qu'il est là. Bon sang, Adeline, il est allemand. Je finis par trouver quelque chose qui me correspond. Premier de cordée, de Frison-Roche. La voix d'Alderman près de moi commente soudain. Je ne pensais pas que vous aimiez la montagne. Vous ne me connaissez pas bien, capitaine. Je vis au bord de la mer, alors mes vacances, du moins avant la guerre, c'était plutôt la montagne. Et sachez que j'aime beaucoup la région de Chamonix. Alors, vous aimerez ce roman, dit-il avec enthousiasme. C'est une véritable ode à la beauté de la montagne, au dépassement de soi, à l'amitié et à la solidarité. Vous l'avez lu? Comment pourrais-je vous en parler dans le cas contraire? Il reprend sa recherche, concentré. Apparemment, il ne trouve pas le livre adéquat. Allemand ou pas, cet homme est différent des autres. Laisse parler ton cœur, Adeline. Puis-je vous aider, Herr Alderman? Vous cherchez quelque chose en particulier? L'éducation sentimentale de Flaubert.
Vous savez qu'il y en a un exemplaire dans la bibliothèque de la villa? J'ai regardé, très méticuleusement, mais je ne l'ai pas vu. Je réfléchis un instant, et soudain je me rappelle que je l'ai pris il y a quelque temps pour le relire. Navré, c'est de ma faute. Il est dans ma chambre. Je ne l'ai pas remis à sa place. Promis juré, je vous le remettrai en main propre ce soir. Je vous fais faire une économie. Toutefois, je ne vous imaginais pas lire ce genre de roman, où il est surtout question de désillusion et de résignation. En outre, sa lecture peut être ardue. Je le lirai quand même. Mais vous, que me conseilleriez-vous, Adeline? Je lève les yeux vers lui. C'est la seconde fois qu'il m'appelle par mon prénom, sans le mademoiselle ou le Fräulein. Ne t'enhardis pas trop, mon coco. Toutefois, comme la première fois, je ne manifeste rien de particulier. Je me déplace de quelques pas et je sors du rayonnage un petit volume, le Grand Maulne, d'Alain Fournier. Ce n'est vraisemblablement pas votre genre préféré, mais vous allez y retrouver certainement des thèmes qui vont vous parler, comme l'amitié, mais aussi l'amour, le tout dans une atmosphère onirique qui permet de s'évader. N'est-ce pas ce qu'on cherche dans un roman? S'évader d'un quotidien parfois morose? Très bien, je prends, et je vous dirai ce que j'en ai pensé. J'y compte bien, Bastian. Son prénom est sorti de ma bouche naturellement, comme s'il m'était coutumier, harmonieux comme une douce mélodie. Fais attention où tu mets les pieds, Adeline. Nous nous dirigeons tous les deux vers la caisse, depuis laquelle Octave me fixe d'un air sévère, en voyant l'officier à mes côtés. Je lui oppose un regard de défi, mais je sens comme un courant d'air glacé s'infiltrer en moi. Je me dépêche de payer et je sors précipitamment. Je n'ai pas parcouru 30 mètres qu'un ronflement de moteur se rapproche de moi et ralentit. Je subodore qu'il s'agit du capitaine. Qui d'autre qu'un Allemand pour circuler en voiture? Qui d'autre que Bastian Alderman pour se trouver toujours sur mon chemin? Comme de juste, par la vitre ouverte du véhicule qui roule au pas, le visage de celui auquel je viens de penser apparaît. « Voulez-vous que je vous ramène, mademoiselle Adeline ?» Son très léger accent me fait sourire, mais je décline. Il me montre le ciel où se sont accumulés de lourds nuages noirs, annonciateurs de pluie. Ces nuages annoncent qu'il risque de pleuvoir des petits chiens, insiste-t-il. J'éclate de rire devant sa traduction littérale de l'expression allemande pour signifier qu'il pleut des cordes. Alors ça, c'est rigolo. Chez vous, il pleut des petits chiens. Sans vous offenser, vous, les Allemands, êtes proches des Britanniques, chez lesquels il pleut des chats et des chiens. Ici, en Normandie, nous disons plutôt qu'il pleut comme vache qui pisse. Plus près de la réalité, vous ne trouvez pas? Oh! Comme vache qui pisse? Répète-t-il étonné. Vous voyez l'image, n'est-ce pas? On dit aussi Assio dans le pays de Caux. Mais je ne suis pas en sucre, capitaine. Je vais prendre le funiculaire comme d'habitude. Ça me fera de l'exercice. Comme vous voudrez. Sur un dernier sourire émail diamant, Bastien accélère et enfile la rue Hippolyte-Fénoux. Comme si le ciel voulait lui donner raison, je sens quelques gouttes qui me font accélérer le pas, puis courir jusqu'au funiculaire, ce qui ne m'empêche pas d'y arriver trempé. Il pleut toujours autant lorsque je descends de la cabine pour parcourir les 500 derniers mètres jusqu'à la villa. C'est dégoulinante que je débarque dans le vestibule. Si le capitaine me voit ainsi, il va se moquer de moi. Je me précipite vers l'escalier. Heureusement, c'est Amélie qui me voit la première et m'intercepte. Alderman m'a demandé de t'informer qu'il t'attend dans le petit salon bibliothèque. Je remarque qu'elle réprime une envie de rire. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, ronchonnai-je. Je suis trempée comme une soupe, et alors? Tellement trempée que ta robe est collée à toi et révèle toutes tes formes. Si le capitaine te voit comme ça, je ne te garantis rien. Vu qu'il en pince pour toi. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai des yeux pour voir. Sans répondre, je grimpe l'escalier 4 à 4 et me précipite dans ma chambre. Je me débarrasse de mes vêtements et de mes sous-vêtements imbibés. J'endosse des sous-vêtements secs
et une robe bordeaux au col V et aux manches trois quarts, boutonnée sur le devant, après m'être séchée de la tête aux pieds. Je regarde mon reflet dans le miroir. Mes cheveux pendent lamentablement. Je rassemble le tout dans un chignon serré. Ça fera l'affaire, Adeline. On dirait une adolescente qui a son premier rendez-vous. J'enfile des chaussures de la même couleur que la robe. Apercevant l'éducation sentimentale sur mon bureau, je l'attrape au passage. Je redescends l'escalier en courant, mais je ralentis en arrivant dans le vestibule. Lorsque je pénètre dans la bibliothèque, l'officier est assis dans un des deux fauteuils club avec une tasse entre les mains. Sur la petite table, sur un plateau, trône une théière, un sucrier et une tasse. J'ai pensé que vous auriez besoin d'une boisson chaude en rentrant. Vous avez dû recevoir quelques seaux d'eau, précise-t-il avec son petit sourire en coin habituel. J'espère que vous aimez le thé. Merci de cette charmante attention, capitaine. J'aime beaucoup le thé, mais c'est une denrée si rare actuellement, et nous n'en avons plus les moyens. Alors, profitez de ma réserve. Il ne faudrait pas que vous tombiez malade avec cette douche froide, ajoute-t-il un tantinet moqueur. Les futures mamans ont besoin de vous. Je serre toujours le livre de Flaubert contre moi. Je le pose sur le guéridon sans mot dire, puis je me serre avant de m'asseoir sur l'autre fauteuil avec ma tasse fumante. Le parfum du thé me chatouille les narines. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas en sucre, et les Normands sont habitués à la pluie. Et en bonne Normande, vous êtes têtu comme une mule. Non, capitaine. Les Normands n'ont pas cette réputation. Vous confondez avec les Bretons. Vous m'en direz tant. Ne vous en déplaise, vous êtes têtue, mademoiselle Adeline. Je préfère ne pas surenchérir, ce serait lui donner raison. Pourquoi faut-il que nous nous cherchions sans arrêt? C'est devenu un jeu entre nous. Le pire est que j'y prends plaisir. J'apprécie ces moments ensemble, et apparemment lui aussi. Mais son uniforme me rappelle sans cesse à la réalité. Nous sommes dans deux camps opposés. Comme s'il avait deviné que je pense à lui, l'officier revient à la charge. Vous ne m'avez toujours pas expliqué pourquoi vous parlez allemand, Fräulein Bertrand. Est-ce si important? Pour moi, oui. J'y ai pensé toute la semaine. Mais vous ne sembliez pas disposé à me parler. Toute la semaine? Vous exagérez. Ne seriez-vous pas un peu de Marseille, capitaine? Il me regarde déconcerté, dardant sur moi ses yeux bleus océan, dans lequel brille une lueur d'incompréhension. C'est une expression. Je prends quelques instants pour lui expliquer ce qu'elle signifie. Mais il persiste et signe. J'y ai vraiment pensé toute la semaine, clame-t-il avec sincérité. Bien, j'imagine que si je ne vous le dis pas, vous allez me harceler. Affirmatif. J'avale une dernière gorgée de thé et je commence à lui raconter. Après tout, c'est un moyen de le sonder. Selon sa réaction à mon histoire, je saurai si je peux lui faire confiance ou non. Lorsque ma mère est décédée en 1931, j'avais 10 ans. Josette a pris soin de moi à sa place et j'ai tout partagé avec Amélie. Et puis Rachel est arrivée à l'automne 1934. Elle fuyait le régime nazi qui avait commencé à persécuter les Juifs, avec les boycotts, les humiliations, l'interdiction d'avoir des relations avec des non-juifs, d'accéder à certains métiers, aux universités. Bref, je ne vous apprends rien. Je suis en effet bien placé pour le savoir, déclare-t-il tristement. Son regard s'est voilé comme s'il était touché personnellement. Je poursuis néanmoins mon discours. Elle cherchait un logement et à l'époque, les chambres que vous occupez étaient louées pendant les vacances d'été aux touristes. Mon père a accepté qu'elle occupe une de ces chambres, le temps qu'elle trouve quelque chose. Elle était violoniste dans l'orchestre philharmonique de Berlin. Pour payer son hébergement, elle a commencé à donner des cours. « À commencer par vous ?» questionna Bastien Lalderman. « Oui. Elle était une prodigieuse pédagogue et je l'adorais. C'est moi qui lui ai demandé de m'apprendre à parler sa langue maternelle. Je parlais déjà un peu l'anglais, mais avec l'allemand,
Ça a été particulier. J'ai tout de suite aimé cette langue, et c'est toujours le cas. Pour beaucoup, c'est la langue de l'ennemi, mais je ne vois pas les choses ainsi. C'était la langue de Rachel, une femme adorable qui me lisait les contes de Grimm dans le texte, me citait des passages de Goethe, de Heine. Je me mets alors à réciter un poème dont je me souviens. Mit deinen blauen Augen siehst du mich lieblich an, da wird mir so träumen zu Sinne, dass ich nicht sprechen kann. An deine blauen Augen gedenk ich allerwärts, ein Meer von blauen Gedanken ergießt sich über mein Herz. Tout en déclamant, mes yeux sont fixés sur ceux d'Alderman. Qu'est-ce qui me prend? Il va croire une déclaration d'amour. Pourtant, je ne le quitte des yeux à aucun moment. Et s'il perçoit mon trouble, il n'en laisse rien paraître. Qu'est-elle devenue? Elle est restée jusqu'en mai 1940, quand les journaux ont annoncé que les troupes allemandes avaient pénétré en Belgique et aux Pays-Bas. Elle est passée en Angleterre, avant de partir aux États-Unis. Depuis juin 1940, je n'ai plus eu de nouvelles. Au moins, là-bas, elle est à l'abri, conclut mon interlocuteur. Je crois percevoir un soulagement dans le ton de sa voix. Je me rappelle ce qu'il a dit quelques instants auparavant. Je suis bien placé pour le savoir, quand j'ai parlé des persécutions sur les Juifs. Quel sens dois-je donner à ces mots? Je n'imagine pas du côté des persécuteurs. Que s'est-il passé dans sa vie? Une question de sa part me sort de mes pensées. De quoi est morte votre mère, mademoiselle Adeline? Elle est morte dans un accident de voiture. Elle était enceinte de 6 mois. C'est elle qui conduisait. Elle a fait un écart pour éviter un tracteur qui arrivait en face et a perdu le contrôle. Désolée. Je comprends ce que vous avez vécu. Nous avons ça en commun. Nous avons tous les deux perdu notre mère beaucoup trop tôt. Si je peux me permettre, de quoi est décédée votre mère? Elle a fait une hémorragie après la naissance de ma petite sœur en 1920. Je ne me souviens pas de grand-chose. J'avais 6 ans à l'époque. L'accouchement avait été très difficile. Mon père nous a élevés tous les 3 avec l'aide de ma grand-mère. Nous avons aussi un autre point commun. Lequel? Mon père est aussi chirurgien. Mes yeux s'écarquillent à cette révélation. Il a en effet souffert dans son enfance, mais je sens qu'il y a autre chose, qu'il ne semble pas prêt à révéler ce soir. Le retour des autres soldats rend le charme. Un autre jour peut-être. Tenez, chose promise, chose due, dis-je pour changer de sujet. Voici l'éducation sentimentale. Je fais tout pour éviter le contact de ses doigts lorsqu'il se saisit du livre en me remerciant. Puis je m'esquive, au prétexte d'aller aider Josette et Amélie.